Et nous sommes le 21 octobre 2021 aujourd'hui. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure de Bonjour le Faso. Alors, madame, messieurs, bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui et cette semaine, vous le savez, nous sommes installés au rond-point des cinéastes ou encore appelé Place des cinéastes pour la rubrique à la découverte 2. Vous allez recevoir ou écouter aujourd'hui le témoignage de celui-là justement qui a été à la base donc de la construction de ces statues des cinéastes qui ont marqué l'histoire du FESPACO, qui ont eu des étalons d'or donc de Yenega, parce que vous le savez, en face du rond-point des cinéastes, il y a l'allée ou l'aliment donc de ces cinéastes lauréats. Vous allez écouter celui-là qui est à l'origine de cette création des œuvres donc de ces statues. Alors pour la rubrique invité du jour, nous allons recevoir comme invité Monsieur Yacouba Ouedraogo, membre du secrétariat national de la jeunesse du mouvement du peuple pour le progrès. Rappelons qu'il est secrétaire à la mobilisation au sein donc du bureau national des jeunes du MPP. Il sera notre invité de ce jour. Aujourd'hui c'est jeudi et vous avez droit à votre chronique Terre à Terre. Nous allons vous amener à la découverte d'une application qui permet de vérifier la présence des produits pharmaceutiques au niveau des pharmacies. À partir de votre téléphone, vous pouvez consulter des pharmacies pour voir la disponibilité d'un produit avant justement d'effectuer le déplacement au niveau de cette pharmacie. Ça sera avec justement ceux-là qui ont mis au point cette application. Nous allons en parler dans la chronique Terre à Terre, qui est la chronique des innovateurs. Alors, merci de bien vous installer. Nous partons tout de suite et maintenant au niveau des ronds-points ou du rond-point des cinéastes. Nous partons à la découverte du rond-point des cinéastes et de la rangée des statues des cinéastes émérites. En pleine fête du cinéma africain, votre émission Bonjour le Faso et sa rubrique à la découverte de rendre hommage aux cinéastes d'Afrique et de la diaspora à travers ce symbole qui a deux noms, rond-point des cinéastes et place des cinéastes. Il faut ajouter aujourd'hui la rangée des statues des cinéastes émérites qui tout au long justement du mur de l'hôtel de ville de Ouagadougou. Alors, nous avons déjà dit que les Burkinabés ne doivent plus traverser ou contourner le rond-point des cinéastes sans penser à leur cinéaste et à la valeur symbolique de ce monument. C'est un patrimoine culturel qui est loin d'être seulement un bloc de fer et de béton. C'est un monument à préserver. Depuis quelques années, cette place des cinéastes est devenue plus belle avec l'ajout des statues qui immortalisent les grands cinéastes africains. Cette immortalisation peut motiver les jeunes qui rêvent d'embrasser une carrière cinéaste en Afrique, parce que la récompense pourrait être l'immortalité. Les statues qui sont déjà des cinéastes qui ont marqué et continuent de marquer le FESPACO. On peut citer entre autres le regretté Samben Ousmane, Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, Alain Gomis, pour ne citer que ceux-là. Dimanche dernier, la statue de Alain Gomis, double étalon d'or du Yenenga, notamment en 2013 et 2017, a été dévoilée en présence du ministre sénégalais de la Culture, Abdoulaye Diop. Il a exprimé sa fierté. C'était aussi en présence de celui qui est devenu célèbre faiseur de statues, à savoir bien sûr Sili Kiki. Sili Kiki, il faut l'appeler, c'est un artiste sculpteur burkinabé. Il est professionnel d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à l'écouter. Il est interrogé justement par Pakistan Mariam Ouedraogo. Nous allons écouter Sili Kiki, qui est justement l'auteur de ces statues que vous pouvez voir en face du rond-point des cinéastes. Pour faire une sculpture comme celle-là, je me donne du temps, je prends 3 mois, de manière générale. Moi, ça je ne peux pas vous dire de manière exacte, ça va aller chercher dans les 300 kg, 250-300 kg. Voilà. Et ouais, en réalité, c'est du laiton qu'on travaille. Le bronze, c'est un alliage de fin de son, l'alliage de cuivre et d'étain. Mais le laiton, c'est un alliage de cuivre et de zinc. Ça, c'est tout ça, c'est la grande famille des bronzes.
faire discuter. Ça dépend de ce qu'on souhaite avoir comme partie. Moi, je fais les patines vertes et gris, donc je travaille beaucoup avec le LED. Mais le gros défi, c'est les photos. C'est-à-dire, j'avais demandé à faire un déplacement à Dakar pour discuter avec Alain, pour le voir, pour le connaître, et puis faire les photos moi-même. Vous savez, comme je dis, vous faites une sculpture comme celle-là, un portrait comme ça, regardez un peu le musée Grévin à Paris, et 26 mois, vous faites seulement 6. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 600 photos de la personne, mais ici, là, on fait des prouesses. Mais les gars ne savent pas, à partir des photos glanées sur Google, j'arrive à faire, j'ai fait ça, je me débrouille pour faire ça. Alors que le gars Dakar, c'est à côté. Je pouvais aller rencontrer Gomis, discuter avec lui, voir son état d'âme, voir comment il est. C'est ça qui est important. Mais depuis toutes ces œuvres qui sont là, souvent c'est des photos défraîchies que vous dites comme qui passe. Les gars ils sont vivants. Si on veut faire des choses, on nous permet d'aller à la rencontre des artistes. Mais comme j'ai dit, maintenant là, je commence à me faire vieux, je ne vois pas plus bien. J'ai arrêté de faire ça. C'est pas que je vais arrêter, mais je ne vois plus bien. Vous savez. Quand je faisais celui-là, c'était compliqué. Même avec j'ai d'autres lunettes, je dis mais vous travaillez même avec ça, ça va pas, j'ai 68 ans, vous savez. 68 ans, ça commence à faire vieux. Je pense que ça concourt à m'immortaliser moi-même aussi. Hein. C'est une œuvre, l'œuvre d'une vie. Cette allée a été conçue par l'ancien DG de FESPACO, Michel Odrago. Avec moi-même, on a discuté pour mettre en place cette allée. Il y en a qui aiment, beaucoup d'autres qui n'aiment pas. Mais c'est dommage, ouais. Ça pourrait être le Hall of Fame du cinéma africain ici. Il faut que les gars accompagnent ça. Mais nous, comme j'ai dit, bientôt on va quitter la scène. Il faut qu'il y ait des jeunes sculpteurs prennent la relève qui continuent. Mais il faut que ça aille jusqu'à la cathédrale. Il y a beaucoup de cinéastes, il y a beaucoup de talents, il faut qu'on les immortalise. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de Sidi Kiki. Rappelons que Sidi Kiki est artiste, sculpteur burkinabé, professionnel d'ailleurs, parce que justement, il y a beaucoup de sculptures donc, à Lango qui portent aussi donc, sa griffe. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, il nous parlait justement de ces statues des lauréats de l'étalon d'or de Yenenga qui sont implantés tout au long donc, de l'allée des cinéastes, en face du rond-point ou de la place des cinéastes. Et c'est l'œuvre de Sidi Kiki, donc à qui nous disons bonjour et puis voilà, nous disons merci d'ailleurs pour ce témoignage. Merci également à Pakistan Maria Moudrago qui l'a interrogé pour nous. Je rappelle que cette semaine, nous rendons hommage aux cinéastes à travers la découverte du rond-point des cinéastes aux places des cinéastes. Bien sûr, parce que c'est la 27e édition du FESPACO qui bat son plein jusqu'au 23 octobre prochain. Donc nous vous invitons encore dans les salles de cinéma. Et pour la suite, nous allons nous informer à travers la revue de presse. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous sommes avec Bébé Kodjo Kambou. Bonjour et bienvenue Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, nous débutons par quel journal aujourd'hui, Kambou? Alors, débutons la lecture des unes aujourd'hui par l'Observateur Palga. Et à la une de l'Observateur Palga, on peut lire ceci. FESPACO 2021, Canal Plus innove avec le prix Thomas Sankara. Insécurité au centre nord des terroristes neutralisés à Namisigima. Mort de Kadhafi, 10 ans après, toujours le chaos. Appel à projet, une perche tendue aux jeunes cinéastes africains. Sidiki Bakaba, confidence d'un vieux festivalier. Expo art plastique, esprit, forme et objet à l'espace Manéré, donc projecteur. TGI de Kaya, Simon Yanou, nouveau procureur du Faso. Et à la une de aujourd'hui au Faso, on apprend également ceci. Mort de Kadhafi, 10 ans après, machine à remonter le temps pour le Sahel. FESPACO 2021, Lengui, ou le combat d'une mère de Mahamat Saleh, en course pour l'étalon d'or. Orokia Touboro, à propos du financement du cinéma burkinabé, déterminer des critères bien précis et que ce ne soit pas un truc de copinage. Région de l'Est, des écoles ferment pour cause d'insécurité dans la Tapoa. Procès Thomas Sankara, une pétition à l'international pour l'enregistrement
des audiences. Affaire Hôtel Rwanda, le parquet ne veut rien lâcher. 27e édition du FESPACO, Canal+, aux côtés du comité d'organisation pour la réussite du festival. Et nous passons à la une du quotidien Le Pays. On peut y lire ceci. Négociation avec des chefs terroristes au Mali. Ce n'est pas une mauvaise chose si cela peut conduire à une paix véritable. C'est selon Abraham Badolo, président de l'ADP. Négocier avec des terroristes, c'est enfoncer les clous. Ça, c'est selon Almami Kazi, artiste musicien. Pronostic PMI du jour, c'est allié à la page 27. FESPACO 2021. Le FESPACO, c'est notre canne. C'est selon Fatoumata Koulibaly, réalisatrice malienne. Il faut faire comprendre à nos dirigeants que le cinéma n'est pas un luxe, mais point de suspension, c'est selon Gaston Caboret, cinéaste. Le programme du jour, donc ce sont les projections, c'est allié à la page 8 de ce quotidien Le Pays. Karim Koudougou, biochimiste, les feuilles de laurier seraient idéales pour calmer l'anxiété et favoriser l'endormissement. Et dans la rubrique Actu Foot de Le Pays, on peut lire Nîmes, Sidi Sarr, un garde à vue pour recours à la prostitution des mineurs. Vie du journal, la CBDH plaide pour la défense des droits humains en période de crise sanitaire. Tour du Faso 2021, sous les signes de la résilience du peuple burkinabé. Et dans la rubrique Révélation, Le Pays nous apprend, commune de Kanchari, le message du maire après la fermeture des classes pour raison de terrorisme. La une du journal Le Quotidien à présent. 24e journée nationale de la liberté de la presse, 2,41 sur 4 attribués au Burkina Faso en 2020 en matière de liberté de presse. Saïbou Kwanda, président du mouvement alternatif, à propos de la lutte contre le terrorisme, nous sommes en train de perdre le Burkina Faso qui est notre patrimoine. Salubrité à Ouagadougou, le prix de l'arrondissement le plus éco-citoyen lancé. Rue marchande du FESPACO, des exposants dénoncent la cherté des stands. Et pour terminer avec les quotidiens, nous passons à la une de l'Express du Faso, les quotidiens bobolais. Et on peut lire donc sur cette une, commune des Bobos, en 5 ans, le budget est passé de 3 à 9 milliards de francs CFA. Thomas Sankara va devoir attendre. Dans la rubrique Autant le dire, on lit ceci, Trisika Bobo, c'est de la non-assistance à personne en danger. Coopération internationale, point sur les réalisations du programme Un avenir au pays des falaises. Génération des 3 testaments, ils ont juré de suivre les pas de Giafar. Sauvegarde des archives audiovisuelles, les régulateurs de l'espace UEMOA en discutent à Ouaga. Et nous passons à l'hebdomadaire La Lettre du Faso. Et sur la une de l'Express de la Lettre du Faso ce matin, on lit Adama Tiendrebego, dit colonel, responsable national chargé de la mobilisation des jeunes du CDP. Nous avons l'impression que Edi Kombouego accompagne le pouvoir. Assise régionale de l'éducation Sahel, le Sahel veut un enseignant type dans les zones à risque sécuritaire. Conservation de la biodiversité, la Chine partage son expérience à travers un livre blanc. Et nous allons terminer par le site d'information www.burkimbia.com. Et sur ce site, ce matin, on lit ceci. Médias, la liberté de presse ne cesse de se dégrader au Burkina Faso selon le Centre national de presse Norbert Zongo. Remou à la FBF, le ministre des Sports et des Loisirs lance un appel à l'apaisement. CDP, une marche contre la gestion des Edi Kombouego autorisée par la mairie de Ouagadougou. Démission au CDP, avec la perte du pouvoir et donc des avantages liés au pouvoir, ceux qui n'ont plus leur compte ne peuvent que migrer vers des prairies plus vertes. Il y a également ceux qui veulent blanchir leurs biens mal acquis ou les protéger, c'est selon Boubacar Sanou, donc un militant
du CDP. C'est tout donc pour les unes des parutions du jour. Merci bien, Kambou. Un retour sur quelques sujets. Hier, c'était le 20 octobre et c'était la journée nationale de la liberté de la presse au Burkina. Oui, 20 octobre, journée nationale de la liberté de la presse au Burkina Faso. Alors, à l'occasion, le Centre national de presse Norbert Zongo a fait le point sur l'état de la liberté donc, de la presse au Burkina Faso. Donc, hier, devant la presse, alors, le Centre national de presse Norbert Zongo a rappelé, donc à travers la déclaration faite devant les hommes et femmes des médias, le classement du Burkina Faso selon Reporters sans frontières. Et selon ce classement 2021, le Burkina Faso occupe le 37e rang mondial, donc sur 180 pays classés, 5e en Afrique, donc derrière l'Afrique du Sud qui est 4e, Ghana 3e, Cap-Vert 2e et la Namibie, donc qui est classée première en matière de la liberté de la presse en Afrique. Et en Afrique francophone, le Burkina Faso est première. Donc c'est ce que dit le classement du Reporter sans frontières. Mais il faut rappeler qu'au plan national, le Centre national de presse Norbert Zongo, comme je l'ai dit, fait chaque année donc le point sur l'état de la liberté de la presse au Burkina et attribue une note, donc une note qui fait office de l'indice de la liberté de presse donc au Burkina. Et hier, le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo a rappelé que, par exemple, en 2021, la note que le Centre national de presse Norbert Zongo a attribuée au Burkina est de 2,41 sur 4. Donc c'est une note sur 4, contre 2,50 sur 4 en 2019 et 2,68 sur 4 en 2018. Donc, ce qui fait dire qu'aujourd'hui, l'indice de la liberté de la presse au Burkina Faso, c'est 2,41 sur 4. Et le Centre national de presse Norbert Zongo estime qu'il y a eu un net recul parce que de 2,68 en 2018, 2,50 en 2019, nous sommes à 2,41 donc en 2021 parce que la note de 2021 c'est pour l'année 2020. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la note de l'année 2021 va sortir en 2022. Bien donc sûr. Il faut le rappeler. L'année n'est pas encore terminée. Voilà. Donc il y a eu un net recul selon le Centre national de presse, un net recul selon le Centre national de presse Norbert Zongo. Et ce recul-là est dû au fait que les médias et les journalistes sont menacés souvent. Donc on a vu ces agressions contre la Guibama et contre un journaliste de la radio nationale, il y a quelques mois maintenant. Alors il parle également des dispositions liberticides qui ont été insérées à travers les récentes modifications par exemple du code pénal et la suspension par exemple d'un groupe de médias à la suite des événements de Soran en juin dernier. Vous avez vu des médias qui ont pris 5 jours de suspension, par exemple. Donc, le Centre national de presse Norbert Zongo estime que, malgré le bon rang qu'occupe le Burkina Faso, selon le classement des Reporters sans frontières, il y a encore de nombreux défis à relever et le centre a réaffirmé donc son engagement à continuer le combat pour la promotion et la défense de la liberté et de la presse au Burkina Faso. Maintenant, il faut dire que le Centre national de presse Norbert Zongo n'a pas été peut-être la seule entité à réagir. Hier, au cours donc de cette journée nationale de la liberté de la presse, le Premier ministre, par exemple, à travers un message sur les réseaux sociaux, a réaffirmé la volonté du gouvernement donc à continuer d'améliorer la note du Burkina Faso en matière de liberté de la presse. Et le ministre de la Communication, par exemple, Ousseini Tamboura, a rendu à l'occasion une visite aux éditions Sidoya. Donc, les éditions Sidoya composées du journal Sidoya et de l'AIB. Donc, le ministre de la Communication y était, par exemple. Donc, rappelons un peu maintenant, pour terminer, le contexte de l'institution de la Journée nationale de la liberté de la presse. Il faut dire que c'est une journée qui a été instituée en référence à la date du 20 octobre 1993, parce qu'à cette date, le MBDHP, qui est le Mouvement burkinabé des droits de l'homme
et des peuples avait initié une pétition pour demander une relecture du Code de l'information de 1990, donc à l'Assemblée nationale de l'époque, qui était ADP, Assemblée des députés du peuple à l'époque. Et le MBDHP avait été soutenu par l'AJB, qui est l'association des journalistes du Burkina, la Société des éditeurs de presse privée, la CEP, et puis le SINATI, qui est le syndicat des travailleurs de l'information et de la culture. Donc c'est en référence à cette date à laquelle la pétition a été instituée, à savoir 20 octobre 1993, que la Journée nationale de la liberté de presse au Burkina Faso a été instituée. Et cette journée a été instituée depuis 1998 à la création du Centre national de presse Norbert Zongo. Donc à côté de la Journée nationale de la liberté de la presse qui est commémorée le 20 octobre au Burkina, il y a la Journée mondiale de la liberté de la presse, donc c'est différent, qui est, elle, commémorée chaque 3 mai. Oui, voilà. Ok, c'est différent. Merci pour la précision, Kambou. Nous parlons maintenant du procès Thomas Sankara. Oui. Il y a une pétition qui a été lancée pour l'enregistrement de ce procès. Oui, une pétition qui a été lancée pour l'enregistrement du procès. Elle émane des citoyens burkinabés, mais aussi des mouvements associatifs et des citoyens d'un peu partout dans le monde. Et alors, selon les initiateurs de la pétition, qui sont entre autres des historiens, des journalistes, des artistes, des chercheurs, selon ces derniers-là, il y a nécessité d'enregistrer ce procès pour la mémoire, donc pour l'histoire, voilà, pour archivage, par exemple, voilà. Donc pour des besoins d'archives, il y a nécessité d'enregistrer ce procès pour ne pas que d'ici que le verdict soit rendu ou quelques années après le procès, les Burkinabés oublient tout ce qui a été dit donc durant ce procès. Donc ils estiment qu'il y a nécessité d'enregistrer ce procès-là, même si on ne va pas tout de suite mettre à la disposition de tout le monde les archives enregistrées. Ils estiment que c'est bon d'avoir cela quelque part déposé, même si on peut définir des conditions concernant par exemple qui peut avoir accès et pour quelles raisons. Oui. Voilà. Donc pour eux, il y a la possibilité d'enregistrer et ne pas mettre à la disposition de tout le monde. Voilà, ne pas peut-être retransmettre en direct dans les médias comme l'avaient demandé certaines associations, mais enregistrer le procès, mettre ça quelque part pour qu'en cas de besoin, on puisse avoir accès. Pour eux, c'est bon. En termes d'archivage, par exemple. Alors, parmi ces chercheurs, par exemple, ou ces historiens, ces acteurs, il y a par exemple le docteur Seydou, Rassabliga Seydou Etraogo, donc qui est le directeur exécutif de Free Afrique. Il y a Bruno Zafé, par exemple, qui a écrit sur Thomas Sankara. Donc, il y a autant de personnalités dans le monde. Il y a le ballet citoyen, donc comme mouvement associatif. Et les réseaux internationaux, par exemple, Justice pour Sankara, Justice pour l'Afrique. Donc c'est un certain nombre. Mémorial. Oui, forcément, voilà le mémorial. Et il faut dire que cette pétition a déjà enregistré des signatures. Et comme il fallait s'y attendre, Mariam Sankara, par exemple, qui est la veuve de Thomas Sankara, a déjà signé. Il y a quelques leaders du ballet citoyen également, comme les Smokey, qui ont déjà signé cette pétition qui a été lancée. Alors, pour rappel, il faut dire que c'est une demande qui avait été faite à l'ouverture du procès, mais le tribunal militaire avait refusé cela. Donc, cette pétition vient encore peut-être, je ne dirais pas faire pression, mais renouveler ou réitérer cette demande ou cette envie de voir ce procès enregistré pour la mémoire donc, de l'histoire. On attend de voir ce qu'il en sera. On attend de voir. Et pour terminer, nous partons en Côte d'Ivoire. On parle encore de Gbagbo, qui est rappelé à l'autre. Oui. Alors, hier, à la revue de presse, on parlait de cette interview que Laurent Gbagbo a accordée à France 24, où il a dit un certain nombre de choses. Il a fait un certain nombre d'affirmations que j'ai rappelées hier sur ce plateau. Et j'ai tiré la conclusion qu'il marquait ainsi son retour réel sur la scène politique ivoirienne et internationale. Et parmi ces déclarations qu'il y a eu à faire durant l'interview, il y avait par exemple le rejet de sa condamnation en 2018 dans l'affaire casse de la BCAO, dont il disait qu'on ne peut pas lui faire admettre ce qu'il n'a pas fait
parce qu'on sait qui a braqué la BCEAO, c'était les rebelles qui ont braqué la BCEAO en son temps, c'était pas lui. Donc cette condamnation, bon, dans son interview, on sentait qu'il ne reconnaissait pas trop, il ne se reconnaissait pas trop dans les accusations. Alors, il rejetait la condamnation. Et hier, le ministre ivoirien de la communication, Mamadou Koulibaly, l'a rappelé à l'ordre en disant que cette condamnation est toujours d'actualité et qu'on pouvait l'appliquer à tout moment. Okay. C'est ce qui lui a été rappelé. Alors, on sait que depuis cette affaire, Laurent Gbagbo et ses avocats n'ont cessé de contester cette décision de justice parce que pour eux, pour juger une personne par contumace, il faut que cette personne refuse de comparaître. Et pour le cas de Laurent Gbagbo, on ne peut pas parler de refus de comparaître parce que c'est l'État ivoirien qui l'a amené à la CPI. Donc, ce n'est pas la faute de l'État ivoirien que Laurent Gbagbo n'a pas pu assister à son procès. Donc, le procès ne devait pas avoir lieu. On ne peut pas parler de jugement par contumace parce que ce n'est pas lui-même qui a refusé de venir. C'est l'État ivoirien qui l'a déposé à la CPI et qui a ouvert après un procès contre lui à Abidjan. Et donc, on ne peut pas parler de refus de comparaître en ce qui concerne Laurent Gbagbo. Ça, c'est ce que disent Laurent Gbagbo lui-même et ses avocats. Donc, cette décision de justice a été remise en cause depuis un certain temps. Maintenant, on peut parler peut-être d'incohérence de la part de l'État ivoirien, parce que vous ne pouvez pas condamner une personne et vous dites que vous l'avez condamnée par contumace. À un moment donné, la personne revient au pays, elle n'est pas arrêtée. Oui. Voilà, et vous laissez comme ça une décision de justice qui n'est pas appliquée, la personne est là. Et quand il parle, vous voulez peut-être réactiver la chose, peut-être pour lui faire peur ou bien pour le faire taire. C'est un peu difficile à comprendre. On se demande maintenant si c'est la justice, qui se met en branle ou bien si c'est un instrument entre les mains du gouvernement pour peut-être faire taire les opposants politiques. C'est difficile à comprendre parce que dans un état de droit, lorsqu'une personne est condamnée, normalement, si on a la possibilité d'arrêter la personne, on doit l'arrêter, quitte à ce que le président qui dispose des moyens de faire libérer les prisonniers, comme la grâce présidentielle par exemple, puisse mettre en œuvre ses prérogatives. Mais si cela n'est pas fait et que la personne est dehors, elle se balade, mais à chaque fois qu'elle parle, vous voulez dire que la décision peut s'appliquer à tout moment. Bon, en termes de cohérence, c'est difficile à comprendre. Ok, merci bien Kambou. Merci. Alors, comme on parle d'Abidjan, on va aussi découvrir les couleurs du temps d'Abidjan et puis d'autres villes de l'affaire. C'est parti pour la météo. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique invité du jour parce que vous le savez, chaque jour nous recevons un invité sur ce plateau pour parler d'actualité et pour parler bien sûr des activités de notre invité, et on découvre l'invité juste après. Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous recevons pour vous M. Yacouba Ouedraogo. Il est membre, disons qu'il est membre donc du bureau politique national du MPP. Il est secrétaire chargé de la mobilisation du bureau national des jeunes du MPP, le mouvement du peuple donc pour le progrès. Alors, il est notre invité de ce jour. Bonjour à vous et bienvenue, M. Ouedraogo. Bonjour, madame. Bonjour, téléspectatrices et téléspectateurs de Savane et Savane TV. Voilà, Savane FM, Savane TV, c'est le groupe Savane Média. Alors, M. Ouedraogo, une question d'actualité pour commencer. Le FESPACO bat son plein actuellement depuis le 16 octobre et ça va jusqu'au 23 octobre prochain. Que pensez-vous de l'organisation de ce festival? Merci madame. D'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de rendre grâce à Allah qui nous a permis d'être là ce matin et souhaiter force et courage à son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, à l'ensemble des membres du gouvernement et à l'ensemble des FDS et des VDP qui luttent permanemment contre le terrorisme. Et il faut également dire merci à Savane TV et à vous-même, au PDG, dire que le FESPACO est une fierté pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso est une grande nation de cinéma et le Burkina Faso est une nation historique dans l'organisation des grands événements. Et cette année également, nous avons prouvé aux yeux du monde entier que ce pays est un grand pays. Que malgré les difficultés, malgré les contraintes, j'allais dire sécuritaires, et sanitaires et parfois budgétaires, le Burkina Faso répond toujours aux grands événements et parvient à tenir les paris. Si nous observons juste l'ouverture du FESPACO, j'y étais, c'était un grand événement. La décoration était propre et les mises en scène étaient de taille. Également, les messages transmis, l'organisation dans sa globalité était réellement un grand succès. Et ce qui me donne l'opportunité de féliciter le ministre la ministre de la Culture, et Dr Elise Foniyama Chombiano, l'ensemble du comité d'organisation et l'ensemble de ses collègues, les premiers ministres qui l'ont accompagné pour pouvoir tenir jusque-là, en tout cas sans faille, et l'organisation de ce grand événement qu'est le FESPACO, le cinéma africain de Ouagadougou. Alors, M. Ouedraogo, pour ce qui concerne à écouter un peu les réalisateurs, ces réalisateurs dénoncent le fait qu'il y a manque d'investissement, il y a manque donc de budget pour réaliser les films, notamment au Burkina Faso. Comment faire de bons films et pouvoir prétendre à l'étalon de Yenenga avec peu de moyens? Vous qui êtes justement militant du parti au pouvoir, le MPP, est-ce que vous trouvez ça normal? Non, il faut situer les choses dans leur contexte. Vous voyez, depuis 2016, le Burkina Faso traverse une crise sécuritaire importante. Les terroristes n'ont pas laissé le président Roch Kaboré et son gouvernement de s'installer confortablement, de dérouler le tapis, le rouleau compresseur du développement. Ils ont attaqué. Vous vous rappelez que c'est juste 3 jours après la mise en place de son gouvernement en 2016 qu'il y a eu la première attaque au niveau de Capuchino, Kwame Nkrumah. Et du coup, ça a freiné, j'allais dire, la mobilisation des ressources autour d'un certain nombre de projets majeurs tels que le FESPACO. Et le financement des réalisateurs, je pense également que tout ne doit pas venir du gouvernement. Parce que si nous écoutons les gens, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit au niveau des acteurs de la musique, du monde du showbiz, chacun se plaint, chacun pense que le gouvernement doit tout faire. Je pense que c'est vrai, le gouvernement doit vous donner le b.a.-ba, le gouvernement doit donner le nécessaire pour qu'on puisse, en tout cas, poser des bases. Mais nous-mêmes, nous devons monter des bons projets,
tourner à travers le monde, chercher comme on appelle des partenaires financiers et techniques pour nous permettre de réaliser aussi nos œuvres. C'est ça aussi le rôle de l'artiste. C'est ça aussi le rôle du créateur. Quand tu crées, naturellement ça colle et ça attire. Maintenant, le gouvernement fait ce qu'il peut. Le ministère de la Culture et des Arts fait réellement des efforts, comme tous les autres départements d'ailleurs, pour permettre aux Burkinabés qui aspirent au développement, aux Burkinabés qui ont des projets, de pouvoir les réaliser. Mais ce n'est pas suffisant. Puisque si vous regardez, il y a combien de réalisateurs au Burkina Faso? Il y a combien de comédiens au Burkina Faso? Il y a combien d'artistes qui sont dans les showbiz, dans la musique et autres, comme on appelle, secteurs. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Il faut aller au financement. Il faut aller, il faut créer, il faut s'ouvrir, il faut, j'aime dire, il faut boxer naturellement pour que les choses puissent avancer ensemble. Autre question d'actualité, M. Ouedraogo. Hier, le monde de la presse a célébré la journée nationale de la liberté de la presse. Et selon le centre national, disons le centre de presse Norbert Zongo, la liberté de la presse au Burkina Faso a encore reculé. Donc, est-ce que vous êtes de ce pouvoir-là qui, on ne va pas dire terrorise les journalistes ou le monde de la presse, mais qui quand même effraie le monde de la presse ou qui restreint les libertés de la presse? D'abord, permettez-moi de saluer les hommes et les femmes de presse, parce qu'ils apportent un travail énorme pour le Burkina Faso et dans les contextes de comme on appelle d'insécurité, de Covid-19. Il faut dire que je ne suis pas forcément du domaine, je ne suis pas du domaine de la communication, mais en tant que citoyen lambda, je ne parlerai pas ici comme politicien, comme politique. En tant que citoyen lambda, je suis un peu surpris de ces jugements. Parce que nous avons quand même vécu un temps passé avant l'arrivée du MPP au pouvoir. Nous avons vu comment les journalistes au Burkina Faso étaient traités. Nous avons vu comment, au-delà même du journalisme, comme on appelle du journalisme des hommes des médias, nous avons vu comment les hommes politiques, de l'opposition, de la société civile étaient traités au Burkina Faso par rapport à leurs opinions. Ils étaient matraqués. Ils étaient terrorisés, si on peut se permettre du terme. Mais aujourd'hui, je peux dire en tout cas, des Fada à Gawa, des Banfora à Dori, en passant par les centres, je pense que la liberté d'expression est une réalité. Vous pensez que sous le règne, sous le pouvoir de son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, et un homme de paix, un homme de comme on appelle de consensus, et c'est celui-là qui a libéré la parole au Burkina. C'est celui-là qui accepte toutes sortes de gens de critiques. Partez sur les réseaux sociaux, vous allez voir des citoyens qui traitent les présidents de tous les noms. Vous allez voir des citoyens, celui qui se lève le matin avec des mauvaises humeurs, attaque le gouvernement comme il veut. Et parfois, pour aller dans les sens, comme on appelle, dans la gouvernance participative, pour tous et par tous, il y a des fois, il y a des propositions qui viennent de la rue, c'est-à-dire des réseaux sociaux, et souvent par rapport à vos antennes pour les émissions, comment on appelle ça, interactives. Mais les gouvernements servent certaines choses pour accompagner la population et ils suivent la population dans ce sens-là. Et moi, je pense que ça, ce sont des efforts que nous devons accepter et reconnaître que les choses bougent. C'est vrai que tout n'est pas suffisant. Avec ce que certains journalistes ont subi, on a vu le cas de Ladji Bamba, on a vu le cas de nos confrères de la RTB, donc voir son véhicule essuyer un tir, voir son véhicule incendié, ça veut dire quand même que ça... Est-ce que je vous pose la même question? Ici, c'est vous qui posez la question, mais je fais une analyse. Est-ce que attaquer le véhicule d'un journaliste est du fait que c'est forcément l'État ou la gouvernance qui fait le gouvernement qui l'attaque? Est-ce qu'il n'y a pas des citoyens ordinaires dans ces pays qui ont été attaqués par des individus? Nous sommes tous parfois victimes des attaques, nous sommes tous parfois victimes, comme on appelle, du débordement de comportement de certains citoyens dans d'autres objectifs. Comprenons cela et mettons Ladji Bamba, considérons Ladji Bamba ensemble comme un citoyen, comme moi, comme vous, comme d'autres personnes
et à un moment donné, qui a été attaqué par des individus peut-être mal intentionnés. Ne mettons pas tout ça, ne politisons pas. À sa fonction de journaliste. Justement, ne politisons pas tout ce qui se passe dans ces pays. Dès qu'on touche à un journaliste ou dès qu'on touche à un homme un peu célèbre qui a une certaine renommée, on stigmatise les gouvernements, on pense qu'il y a une autre idée politique ou politicienne derrière des nuisances. Non. Soyons parfois, j'allais dire, comprenons les choses froidement et acceptons ce qui nous arrive parfois naturellement. Tout n'est pas du fait du, comment on appelle, du politique, tout n'est pas du fait de la gouvernance. Là, Dibama est un journaliste que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs c'est un frère que je respecte. Et je sais qu'au milieu du pouvoir, au sein du pouvoir, beaucoup respectent ce grand monsieur. Et je ne vois pas qui va vouloir lui faire du mal pour simplement à cause de sa fonction. Alors, nous allons évoluer cette année la commémoration de l'assassinat du président Thomas Sankara. C'était le 15 octobre dernier, a été particulière avec l'ouverture justement du procès. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce procès Thomas Sankara? D'abord, il faut saluer la mémoire de ces grands types. Thomas Sankara est une fierté et Thomas Sankara traverse et il traversera tout le temps pendant l'existence de l'humanité. Et chaque peuple a besoin des hommes, des repères, des hommes de référence comme Thomas Sankara. Aujourd'hui, la jeunesse qui n'a pas connu Sankara est plus sankariste que ceux qui étaient là avec lui pendant la révolution. Cela veut dire qu'il n'a pas vécu pour sa personne. Il a vécu pour des idéaux, pour un idéal qui est le Faso, qui est le développement intégral et total du Burkina Faso, l'épanouissement de la femme burkinabé, l'autonomisation économique et totale des jeunes, des femmes, des paysans, des commerçants et l'organisation parfaite de l'administration du Burkina Faso. En un mot, il a voulu que le Burkina soit réellement, comme son nom l'indique, le Burkina, le pays des hommes intègres. Sankara était intègre. Et il y a plusieurs Sankara aujourd'hui qui aspirent à être, comme on appelle, à porter haut le flambeau de ce grand monsieur. Et commémorer, j'allais dire, son assassinat est un grand événement. Et je salue l'engagement du gouvernement pour ces genres d'événements. Parce que nous avons vu que toute la crème gouvernementale était représentée ce jour-là, commencé par le premier des Burkinabés, Roch-Marc Christian Kaboré, et par le président du, comme on appelle, l'Assemblée nationale, les premiers ministres et les membres certains membres du gouvernement. Ça, c'est à saluer. Maintenant, par rapport au procès, il faut dire que c'est un procès historique. Et ce procès sera... Je souhaite d'abord un bon dénouement de ce procès. Que le droit soit dit dans sa plus grande diversité et dans sa plus grande rigueur, sans tenir compte, sans faire, j'allais dire, de la démagogie ou du favoritisme ou, et comme on appelle, la guerre à la sorcière. Okay. Que le droit soit dit dans sa, comme on appelle, dans sa stricte, j'allais dire, détermination, mais dénomination. Sankara, aujourd'hui, tout le monde entier a les projecteurs, les yeux tournés vers le Burkina Faso. Ils veulent savoir qui a commandité, qui a tué Sankara et quelles sont les conséquences aujourd'hui. Et s'il y a sanctions, les sanctions vont tomber. Mais ce que je dis ici, peut-être que dans vos questionnaires, nous allons parler de réconciliation. Mais nous devons accepter aussi que dans la marche de nos nations, de chaque nation, il y a des événements qui se passent. Et il y a des fois, il y a des actes que nous posons. Après, nous tombons dans un regret, j'allais dire aigu. Et la nation doit à un moment donné accepter l'histoire, passer l'éponge dessus et regarder, comme on appelle, l'avenir. Le droit doit être dit. Pendant ce procès. Pendant ce procès. Mais le Burkinabé doit avoir aussi la hauteur d'aller au-delà simplement de la douleur, d'accepter ses faits et avancer. On va parler politique maintenant. Alors, au niveau de l'ancien parti au pouvoir, notamment le CDP, il y a une polémique autour de la présence de Edi Kombouego au mémorial Thomas Sankara, lors notamment de la célébration de l'assassinat du père de la Révolution. Selon vous, est-ce qu'il devrait aller à cet événement ou pas? D'abord, permettez-moi de saluer l'esprit de ce grand monsieur. Sankara, c'est son frère, c'est un Burkinabé.
Eddy, président du CDP, les militants du CDP, il y a beaucoup de militants du CDP qui agissent en Sankara, qui se reconnaissent en Sankara. Moi-même, j'étais CDP. C'est pas parce que Sankara, le coup a été commandité, et après Blaise Compaoré, qui était son compagnon d'armes, son frère, a pris les rênes du pouvoir. Et puis qu'il faut Blaise Compaoré qu'on cite comme principal accusé. Oui, mais en même temps, c'est son parti. Mais c'est le parti politique de Blaise Compaoré. Oui, mais il faut que la jeunesse, aujourd'hui, c'est ça que je disais tout de suite, la jeunesse doit avoir une hauteur d'esprit. Blaise Compaoré fait partie du passé. Il fait partie du passé. Il a fait son temps, aujourd'hui il n'est pas au pouvoir. Nous devons regarder l'avenir. Sankara n'est pas un ennemi du Burkina. Même si les jeunes du CDP pensent que c'est le fait que Eddy Kombego est allé à la commémoration de cet événement, et ils trouvent qu'il est acheté par les MPP au pouvoir. Est-ce que Sankara il est MPP? Il n'était pas MPP. Ou bien, nous tous, nous avons fait un temps au CDP. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la jeunesse du Burkina Faso. Et je demande à cette jeunesse-là de saisir très bien, comment on appelle, l'opportunité, de saisir les virages, parce que nous sommes en train de, comment on appelle ça, de renouveler la classe politique, crescendo et avec efficacité. Et moi, j'invite les jeunes de s'inscrire dans cette dynamique. Il ne sert à rien aujourd'hui de garder des rancœurs inutiles et de faire des combats par procuration et de s'identifier à des hommes qui n'ont pas été, j'allais dire, je m'excuse le terme, mais qui n'ont pas été aussi des modèles comme Sankara. Donc nous devons aujourd'hui, main dans la main, se tenir. Les combats politiques ont leur époque. C'est-à-dire il y a un temps pour toutes choses. Pendant les campagnes, on fait les combats politiques. Et les combats politiques, la politique n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas une fatalité. C'est juste un échange d'idées. Alors, au niveau de la jeunesse de ce parti, justement, notamment le CDP, ou au sein de ce parti politique-là, il y a division, on va le dire, parce qu'il y a une partie de la jeunesse qui soutient le président de ce parti, Eddy Kombego. Il y a une autre partie, notamment, qui l'accuse de mauvaise gestion du parti politique. Alors, une jeunesse divisée, on parle même de sanctions, ainsi, moi, pour 3 militants notamment. Comment résoudre ce problème, cette crise au sein du CDP? D'abord, pour résoudre cette crise, il faut que la jeunesse du CDP soit réellement résiliente. Il faut que la jeunesse du CDP accepte leur sort actuel. Parce que c'est l'entêtement, l'abus du pouvoir, l'excès des ailes qui a amené aujourd'hui le CDP d'être dans cette, comme on appelle, à être dans cette situation. Si on avait accepté et respecté simplement les jeux démocratiques, Blaise Compaoré allait être au Burkina aujourd'hui. Et le CDP peut-être allait avoir son candidat qu'il a présenté en 2015, mais qui n'allait jamais passer devant Roch-Marc Christian Kaboré, parce que nous, on était convaincus de nos forces. Mais les choses n'allaient pas se passer ainsi. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu l'agissement des jeunes, je suis jeune, mais j'ai peur. En politique, nous ne devons pas faire la politique du ventre. Nous devons s'engager par conviction. Nous devons rester collés et fidèles aux idéologies du parti. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes viennent en politique sans formation. Ils suivent des individus, ils suivent des, comme on appelle, et ils défendent des intérêts des individus et non l'intérêt collectif du parti. Sinon, quelle qu'en soit la personne qu'on va mettre à la tête d'un parti politique, si le consensus est dégagé, parce que dans un grand parti comme les MPP, comme les CDP, c'est très difficile de trouver un consensus sur une personne. Mais du moment que le parti a décidé que c'est cette personne qui doit diriger et qui est, comme on appelle, au règne du parti, tout le monde doit, par respect des textes, des principes du parti, que tu aimes ou que tu détestes la personne, tu dois pouvoir accompagner la personne. Parce qu'en l'accompagnant, c'est les partis que tu accompagnes. En accompagnant les partis, ce sont tes propres convictions que tu défends. On ne doit pas s'engager pour des intérêts personnels, immédiats et égoïstes. Nous devons s'engager en politique pour des intérêts convaincants. C'est-à-dire, et que j'allais dire, des intérêts généraux, sur le plan général. Nous devons s'engager pour des idéaux. On ne doit pas s'engager parce que telle personne est là, il va... Non, c'est ce qui tue beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, si tu t'engages en politique à cause d'un individu, et demain, si cet individu est en baisse de forme, tu deviens quoi?
Et un homme politique doit être flexible. Il faut savoir s'adapter et s'accommoder à toutes sortes de situations. Alors, M. Ouedraogo, on va parler maintenant de votre parti politique, le MPP. Alors, pour revenir au MPP, vous avez un nouveau bureau avec, bien sûr, à la tête, le nouveau président de votre parti. Il s'agit donc de Bala Alassane Sakandé, du moins, qui est en même temps président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez qu'il sera à la hauteur donc, du MPP ou des attentes du MPP? Je ne dirais pas qu'il sera à la hauteur des attentes du MPP. Il est déjà à la hauteur des attentes du MPP. Parce que vous savez, au-delà du MPP, regardons un peu l'histoire du Burkina Faso. Le Burkina est un grand pays où les grands hommes se succèdent. Quand un part, tu as l'impression que non, le ciel va s'écrouler, tu as l'impression que la terre là va s'enrouler sous nos pieds. Mais Dieu, dans sa miséricorde, vous amène un Messie pour combler les vides et même faire un peu plus. Et c'est ce que Bala Sakandé est en train de faire aujourd'hui. Il n'est pas caché à quelqu'un que Bala Sakandé est un homme, un jeune plein de vie, de dynamisme, de vision. Et il est très ouvert, un grand rassembleur. Et un homme aux qualités, je ne vais pas tomber dans des guillotismes modernes, mais permettez-moi quand même de dire au monde entier que ce monsieur incarne ces valeurs-là, humaines, qui peut quand même lui permettre aujourd'hui de gérer le MPP, puisqu'il a prouvé au niveau de l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez, quand Salif Diallo, permettez-moi de m'incliner devant sa mémoire, quand ce grand homme est tombé, au sein du MPP, les gens grouaient, les gens avaient la peur au ventre. La nation même entière avait la peur au ventre. Est-ce qu'on va avoir un président de l'Assemblée à la hauteur de Salif Diallo? Est-ce qu'on aura quelqu'un qui pourra combler les vides, qui pourra... Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a inspiré les présidents du Faso et l'ensemble, comme on appelle, de la classe politique du MPP et de la majorité. Les choix s'est porté pour Bala Sakandé. Il y a eu tellement de gauche, de gauche à droite. Mais par l'accompagnement de Dieu, par les bénédictions de nos ancêtres et par lui-même son charisme. Parce qu'il y a quelque chose qui compte beaucoup en politique, c'est le charisme, la vision, l'engagement et le franc-parler. Et par là, Sakandé, j'étais son chargé de mission. Je sais qui est ce monsieur et je sais ce qu'il vaut et la dose de patriotisme qu'il a dans son cœur lui permet et lui permettra de gérer très bien les MPP, accompagner son excellence Roch-Marc Christian Kaboré et faire face efficacement au terrorisme, aux défis du moment, nous amener les MPP à bon port, c'est-à-dire en 2025. Et remplacer Roch-Marc Christian Kaboré en 2025. Si telle est la volonté de Dieu, moi je ne m'imposerai pas. Je le soutiendrai et je me battrai pour mon parti et pour les candidats qui seront les choix du MPP. Et je sais que Bala Sakandé sera un bon président. Alors, M. Ouedraogo, nous avons appris que Bala Sakandé a été imposé par Roch-Marc Christian Kaboré, alors que Simon Compaoré souhaiterait que ce soit Clément Sawadougou. Madame, vous êtes journaliste, mais je pense que vous êtes dans les secrets de Dieu. Hein? Qui vous a dit cela? Le MPP est un grand parti. Le MPP est un parti de démocratie et dirigé par des démocrates. Et les textes du parti ne régissent pas des textes, et régit également par des règlements intérieurs. Nous sommes allés au Congrès. Avant d'aller au Congrès, les oiseaux de mauvais augure avaient, comment on appelle ça, ils avaient crié sur tous les toits que c'était le Congrès de tous les dangers, c'était l'explosion. Non, c'est ça que j'ai dit. Quand on s'engage pour l'idéologie, quand on s'engage pour l'intérêt général du parti, quand on s'engage pour la vision avec conviction, tout ce qui est pris comme décision, naturellement, on se reconnaît dans cette décision. Nous sommes allés au Congrès. C'est vrai qu'il y avait des prétendants, mais tout le monde ne peut pas être président. Il fallait opérer un choix. Ça dit que Clément Sawadougou faisait partie des prétendants, mais bien sûr, à la présidence du MPP. Ce qui est normal. Et même si c'était Clément qui était le président du MPP, nous on allait l'accompagner. Parce que ce n'est pas l'homme forcément qu'il faut regarder. Il faut regarder l'esprit, et comment on appelle, l'idéologie du parti. Il faut regarder l'unité du parti. Parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle les concessions. Il y a ce qu'on appelle les compromis. Parfois, des compromissions pour qu'on puisse avancer. Je disais tantôt que dans un parti politique comme le MPP, on ne peut jamais trouver un consensus total sur un individu. Puisque chacun pense que lui, il peut avancer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres au MPP qui peuvent diriger les partis. On aime dire que tout le monde sera appelé, mais ce n'est pas tout le monde qui sera élu. Et Bala Sakandé a eu la chance d'être élu ce jour-là. On dit toute autorité vient de Dieu. Celui qui est croyant
naturellement, respectent la volonté divine. Et les militants du MPP sont des croyants. Ils ont accepté, il a été accepté par acclamation. Et c'est là qu'on... Je félicite d'ailleurs de leur humilité et de leur esprit politique, démocratique, d'accepter les choix de Bala Sakandé. Vous parlez de Clément Ouedraogo, il est le premier vice-président. En quoi il démérite? Il n'est pas déméritant. On se mobilise tous pour la cause du parti et chacun gagne. Parlons maintenant de la jeunesse je vais dire la jeunesse donc du MPP maintenant. Alors, est-ce qu'il y a l'entente au sein du MPP au regard bien sûr de ce qui se passe au CDP? C'est important qu'on sache si au MPP la jeunesse est soudée. Est-ce qu'il y a l'entente au sein de la jeunesse? D'abord, il faut dire que le MPP n'a pas été créé par des hommes qui avaient des ambitions personnelles et égoïstes et inavouées. Le MPP a été créé autour d'un idéal, d'abord de faire promouvoir la démocratie, la justice, la bonne gouvernance, l'équité au Burkina Faso, et porté par 3 grands hommes, comme on appelle, en 2014, accompagnés par 75 vaillants, comme on appelle, intègres, qui ont accompagné le mouvement. Et maintenant, la population tout entière a adhéré. Le MPP est le seul parti au Burkina Faso et le premier parti d'avoir une école de formation. Je disais tantôt, en politique, la formation, surtout la jeunesse, puisque la jeunesse est la couche et la plus débordante de tous les partis politiques. Si elle n'est pas éduquée, si elle n'est pas gérée, naturellement, les débordements peuvent créer des problèmes au sein du parti. La jeunesse du MPP est une jeunesse organisée, une jeunesse consciente et responsable. Nos bagarres sont internes. Ça, c'est toute organisation, c'est normal pour le positionnement de gauche à droite. C'est la vie même de l'homme qui est comme ça. Mais, vite, les solutions sont trouvées à l'intérieur. Et vous faites partie de ce bureau des jeunes. Quel est votre rôle? Et je profite d'abord saluer mon président, qui est le docteur Bachir Ismaël Ouedraogo, ministre des Mines et de l'Énergie, mais qui a un travail énorme au sein du parti et sur le plan administratif. Il n'est pas caché à quelqu'un qu'au sein du MPP, il y a des jeunes très valables qui occupent des postes à un certain niveau et avec satisfaction. Moi, je suis chargé à la mobilisation et à la propagande. Dans le premier bureau de 2014, au Congrès, j'étais chargé à la formation politique et civique des jeunes du MPP. En plus de cela, nous faisons la mobilisation sur le terrain. C'est-à-dire, nous faisons la sensibilisation. Parce que la politique aussi, il faut qu'il y ait des hommes qui savent convaincre, qui partent au contact direct avec la population. Parfois, il y a des informations, je prends juste un cas et je profite de passer un message. Je demande à cette jeunesse du Burkina Faso, toute la jeunesse entière, de se départir totalement des fausses informations qui circulent parfois sur des réseaux sociaux concernant la gestion du pouvoir, concernant le terrorisme et autres. Il faut qu'il y ait des hommes parfois qui aillent au charbon, au contact direct avec la population, avec les militants, pour leur donner un certain nombre d'informations. Je fais partie aussi des gens qui portent le flambeau du parti très haut, même hors du Burkina Faso. Et nous avons fait plusieurs tribunes pour aller parler du MPP, aller parler de Roch Marc Christian Kaboré. Et de 2014-2015 à aujourd'hui, je suis, j'allais dire, le propagandiste, l'agitateur, l'annonceur, et je vais dire également motivateur. Parce que les 2 autres mots, les gens peuvent trouver un peu de comme on appelle, et peuvent trouver ça un peu péjoratif. Mais en politique, c'est très important. Parce que parler du parti, ça veut dire quoi? C'est expliquer l'idéologie du parti. C'est expliquer le programme du candidat. C'est expliquer, c'est vendre le candidat. Et naturellement, ce n'est pas du guillotisme. Puisque toutes les personnes sous la chaîne, en passant par les militants à la base, jusqu'au directeur des campagnes, j'allais dire, au président du parti, s'ils prennent la parole en public, ils parlent bien de son excellence Roch Marc Kaboré sans mettre de la démagogie dedans. Et toutes les campagnes, j'étais sur tous les podiums pour présenter ce grand homme, pour présenter son programme, et je l'ai fait avec fierté, et je ne le regrette pas. Et s'il a recommencé, pour le nouveau candidat qui viendra,
je vais le faire. Monsieur Drago, nous allons avancer. Le temps risque de nous faire défaut. Et qu'est-ce que la jeunesse du MPP compte faire pour accompagner le président Roch-Marc Christian Kaboré dans la lutte contre l'insécurité quand on sait qu'aujourd'hui, le Burkina Faso... Une très bonne question. Vous savez que la jeunesse du MPP s'est engagée avec le président Roch-Marc Christian Kaboré depuis 2014. De cette date à aujourd'hui, nous avons connu plusieurs difficultés, nous avons connu plusieurs crises. Mais ces crises n'ont pas pu démobiliser la jeunesse. À commencer d'abord par la lutte contre la modification de la T37 qui s'est aboutie au 30, au 31 et après le coup d'État. La jeunesse est restée dehors. La jeunesse a donné sa poitrine. Nous connaissons les résultats. Il y a d'autres qui sont tombés. Il y a d'autres qui sont, comme on appelle, malades. Nous avons pris des coups. J'étais bastonné au sang, à sang, mais nous sommes toujours là derrière Roch-Marc Christian Kaboré. C'est pour vous dire que si nous devons aujourd'hui prendre des armes pour défendre la nation, nous allons le faire. Et je vais dire, pour atteindre Roch-Marc Christian Kaboré, il faut préalablement passer sous le corps. Parce que Roch-Marc Christian Kaboré, c'est notre Roch. Mais là, on ne parle pas de Roch-Marc Christian Kaboré. Non, je viens. On parle de tous les Burkinabés, surtout ceux qui sont dans les zones J'arrive à quelque chose. Parce que Roch incarne aujourd'hui l'homme d'État qui gère. Mais lui, il est difficile à atteindre. Non, mais ce que j'ai dit, parce qu'atteindre Roch Kaboré, c'est atteindre la nation. Oui. Roch est la première, en tant que président du Faso, il est la première institution du pays. Et si vous voyez à travers le Burkina Faso, les jeunes qui s'engagent pour passer les messages, les jeunes qui s'engagent même pour prendre les armes, il y a des jeunes du MPP dedans. Les VDP, ils ne sont pas seulement qu'il y a des jeunes du MPP dedans. Et nous sommes prêts aujourd'hui à s'enrôler, à prendre les armes pour défendre la nation. Défendre les Burkinabés. La nation tout entière. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le combat n'est pas un combat de Roch-Marc Christian Kaboré seul. Ce n'est pas le combat du gouvernement seul, unique. C'est le combat de tous les Burkinabés. Nous avons nos enfants. Et nous espérons que nous allons avoir des petits-enfants. Et ces petits-enfants vont encore avoir des enfants et des petits-enfants. Et ils vont aller où? C'est sur cette terre du Burkina Faso que nos ancêtres nous ont légué. Et le Burkina est la terre des grands hommes. Je disais tout de suite que les grands hommes, c'est succès du Burkina Faso. Et aujourd'hui, si vous voyez que les FDS acceptent de tomber, parce que dans leur tête, ils ont la conviction qu'ils tombent pour l'honneur de la nation, pour la patrie, mais en tombant, il y a d'autres braves hommes, comme on appelle, qui vont les succéder. Aujourd'hui, on assiste en tout cas à la montée de l'insécurité au Burkina. À Kandjari, par exemple, on parle d'écoles fermées à nouveau. Alors, vers Kandjari et Banfora, on parle de routes bloquées, de difficiles ou de dangers même dans les déplacements donc, des citoyens. On a l'impression aujourd'hui que le pouvoir est passif. On ne voit pas trop d'action. Parce que quand on parle d'insécurité, quand on prévient, quand on avertit, ça reste comme ça. Moi, je ne suis pas très d'avis, je ne suis pas d'accord avec ces jugements. Je pense que nous devons reconnaître le courage et le mérite de nos FDS et des citoyens qui s'engagent dans cette lutte du terrorisme. Au fait, ce n'est pas une bataille facile. Mais il ne faut pas attendre aussi. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher l'ennemi au lieu d'attendre qu'il frappe? Oui, mais on cherche l'ennemi qu'on connaît. Si vous êtes, je m'excuse, si vous êtes malade, vous partez à l'hôpital pour faire les diagnostics, il faut localiser d'abord le mal pour le soigner. Mais dans les cas du terrorisme, tu vas localiser l'ennemi où? L'ennemi vit avec nous. Vous avez su, vous êtes journaliste, vous savez qu'il y a des citoyens qu'on ne peut pas imaginer, que ces citoyens-là accompagnaient, j'allais dire, les terroristes, mais qui vivent avec nous du jour, et c'est des hommes d'un certain niveau. Par exemple, les trafics de carburant. En plus du trafic de carburant, si on investigue fort, ces gens les mangent comment? Ils mangent, qui les donne à manger? Ça, c'est un point d'interrogation. Qui les fournissent les informations? Ils se déplacent comment? Le verre est dans les fourmis. Pour l'enlever, c'est difficile, mais nous arriverons. Parce que aujourd'hui, si vous regardez la stratégie de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, je compatis à la douleur des victimes. J'ai pris pour le repos éternel de leurs âmes. Et je respecte réellement leur mémoire. J'ai pris pour... je souhaite prompt rétablissement à tous les blessés et à toute personne qui a été touchée par du fait du terrorisme, y compris moi-même. Mais je ne perds pas d'espoir. La nation, nous avons l'obligation de la défendre ou de périr à jamais. Nous n'allons pas permettre l'ennemi de nous chercher de notre territoire.
nous n'allons pas permettre à l'ennemi de mettre en mal notre démocratie. Nous n'allons pas permettre à l'ennemi de mettre en mal le processus de développement lancé depuis 2016 par Roch Marc Christian Kaboré. C'est-à-dire, n'eût été le terrorisme, aujourd'hui le Burkina allait être encore à un autre niveau. Quelle qu'en soit leur violence, je respecte la résilience des Burkinabés. Je respecte l'esprit républicain des FDS. Je respecte également ces braves dames, ces religieux, ces chefs traditionnels et qui passent tout leur temps à prier pour le pays. Alors, M. Ouedraogo, pour finir, nous partons à l'international, notamment au Mali. Au Mali, il est question de négocier aujourd'hui avec les terroristes, donc Iyad Agali et Amadou Koufa. Est-ce que vous pensez que le Burkina doit faire de même? Vous connaissez le Mali puisque vous avez justement été proche donc, du défunt Soumaïla Cissé. Je connais même très bien le Mali parce que je suis né à Ségou. Ok. Grandi à Ségou, en transité par Bamako et puis venu maintenant sur la terre de mes ancêtres au Burkina Faso que j'adore très fort. D'abord, permettez-moi de condamner toute forme de prise de pouvoir hors les urnes, c'est-à-dire par voie démocratique. Je suis un démocrate de bon teint et je condamne fermement avec la dernière énergie toute forme de coup d'État. Maintenant, que les Maliens, le gouvernement de la transition, dans sa lutte contre le terrorisme, dans sa recherche des repères pour équilibrer et stabiliser le Mali, qu'ils aillent signer les accords avec Wagner ou autres organisations, parce que le partenaire de départ, comme on appelle le colonisateur, le français, n'est pas sincère dans la lutte contre le terrorisme. Là, je suis d'accord avec eux. Parce que un chef cherche toujours les voies et moyens pour sauver sa famille, quels qu'en soient les prix à payer. La négociation est très normale. Au Burkina aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on accélère le processus d'abord de la réconciliation sans démagogie. Que tous les acteurs, nous sommes frères et sœurs, que chacun accepte qu'il a fauté à un moment donné, il reconnaît ses torts, il demande pardon, on passe l'éponge et on avance. Justice, vérité et réconciliation. Vous donnez raison au Mali aujourd'hui où vous comprenez la situation? Non, moi je ne les donne pas. C'est ça que j'ai dit, je condamne le coup d'État. Le coup d'État déjà. Le Mali est un pays à part, le Burkina est un pays à part. Nous avons notre démarche propre à nous. Et je respecte cette démarche. Si le gouvernement pense demain matin qu'il faut aller à la négociation, moi je suis un républicain, je suis respectueux comme on appelle des institutions de la nation, j'irai avec eux, mains et pieds liés. Mais si le gouvernement pense également que nous allons nous battre sur le terrain comme des vrais Burkinabés, nous allons le faire. Ceux qui vont rester, les survivants construiront le Burkina Faso de demain. Merci M. Ouedraogo, notre entretien est terminé. Merci à vous d'être passé. Merci madame, la partie ou la mort, nous vaincrons. D'accord. Alors, je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions M. Yacouba Ouedraogo. M. Yacouba Ouedraogo est justement membre du bureau politique national du MPP. Il est secrétaire chargé de la mobilisation du bureau national des jeunes du mouvement du peuple et du progrès MPP. C'est ici que s'achève notre entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous proposons ceci. Assalamu alaikum. Tenga swala bagafare kansiram betenga. Mozu sababon ni kugisi de bagafare kansiram betenga. Nanam safa yengwen tu de bagafare yam kansiram betenga. Tenga kansiram betenga. Son bukun tiki yikum pusum welam yinem kunne.
suguru balanza tenga na so sanin bayir kamba simstra balanza tenga na so sanin bayir kamia zintar balanza tenga 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 la ayine reptilinga de ya ayine reptilinga de tenga ayine reptilinga de ya ayine reptilinga de ya ayine reptilinga de ya ya ayine reptilinga de tenga ayine reptilinga de ya ayine reptilinga de ya ayine reptilinga de ya ya ayine reptilinga de ya haya haya zekir surya suran kaiti yel sam sur soba ya wenam zwa kine mil fa yesul soba yeska tifo me ya tenga bi wa mke salfu ma me ya tenga bi wa alfred fo me ya tenga bi wa mke isaka wai ma me ya tenga bi wa margarite ay na ba saglet surya ba sur balanza tenga silim ni nyana bene tabala wakat ninga angaw kombi bisa gade tabia titenga yinere yeah yinere tilenga de yinere tilenga de yinere tilenga de benga de yinere tilenga de Ajaballo kamba be songeti tenga yinere ayenan kamba faya songeti tenga yinere indi watara kamba be songeti tenga yinere simina batiko kamba faya songeti tenga yinere anaba kombi obeya songeti tenga yinere ya yinere tilenga de yinere tilenga de yinere tilenga de yinere tilenga de Et pour poursuivre avec cette émission, nous allons passer à la rubrique Terre à Terre. C'est la rubrique des innovateurs parce que vous le savez, chaque jeudi, nous recevons des inventeurs, des innovateurs pour cette rubrique Terre à Terre. Virgule et on revient. Aujourd'hui, nous parlons de solutions numériques ou de solutions informatiques ou d'applications qui va permettre aux citoyens de rechercher un produit au niveau des pharmacies avant justement d'effectuer le déplacement. Nous en parlons avec deux invités sur ce plateau. Nous sommes avec Dr Dolgou Abdul Aziz. Il est pharmacien, il faut le rappeler, et responsable du projet La Fèvre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Également sur ce plateau, nous recevons M. Nazé Traoré. Il est ingénieur informaticien et fondateur de Cladgen. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Il faut rappeler que Cladgen, c'est cette entreprise qui porte donc le projet La Fèvre. Pour commencer, donc, on va parler de l'entreprise Cladgen. Alors M. Traoré, présentez-nous votre entreprise. Merci madame. Cladgen est une entreprise évoluant dans le domaine du numérique. Et nous développons des applications web et mobiles. Et nous intervenons sur tout ce qui est technologie de registre distribué, couramment appelée blockchain. Et nous faisons dans la formation, nous faisons dans la recherche et développement, nous faisons du conseil, et nous faisons de la R&D. Et à Cladgen, nous travaillons également à mettre sur pied des solutions innovantes pour l'amélioration du quotidien des populations. Et la Veuve est un cas
La VEV est un cas. Et vous avez parlé tantôt. Quelle est votre spécialisation, la spécialisation de l'entreprise? Alors, Cladian est spécialisé dans tout ce qui est blockchain. Donc, nous développons des solutions blockchain. Nous formons les gens sur les questions, donc tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est contrat intelligent, tout ce qui est, en fait, tout ce qui est solution disruptive. En fait, Cladian, c'est la suite. J'ai fait mon mémoire de master aussi cette technologie, et à l'issue, donc, avec le conseil de mon directeur de mémoire, nous avons monté en fait cette entreprise pour faire de l'ingénierie dans tout ce qui est technologie disruptive en fait. Voilà, et on ne se limite pas à ça. Et donc, solution, comment on appelle ça, quand on dit solution blockchain, derrière il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Et à côté, donc, nous faisons aussi du développement, on va dire classique, donc des applications web et mobiles en fait. Voilà. Et on ne va pas se limiter à ça, étant donné que aussi nous sommes jeunes, nous avons des idées, donc nous réfléchissons. Et vous verrez que donc à Cladian il y a la R&D, et aussi, bon, comme nous vivons dans une société, nous regardons s'il y a des problèmes, on essaie aussi d'apporter des solutions. Et la VEV s'inscrit dans ce cadre en fait. Dans ce cadre. Et le chef, ou on va dire le responsable du projet, la FEV, c'est justement Dr Doulgou. Oui. Vous êtes pharmacien déjà. Oui. Pour commencer, la FEV, ça signifie quoi? Je vais un peu revenir sur le terme, c'est la VEV. La VEV. La VEV. Ok, donc nous allons remercier Komansaran TV de nous recevoir dans le locaux et de nous donner l'occasion de présenter l'application la VEV. Il faut dire que la dénomination la VEV est une question que nous pharmaciens nous recevons la plupart du temps à l'officine quand le patient vient à l'officine pour savoir s'il peut avoir son médicament. Donc la question c'est, l'avez-vous? Est-ce que vous avez mon médicament? Okay. Donc la VEV, c'est la contraction de ce terme-là, lavez-vous. Donc pour revenir à l'application, nous l'avons dénommée la VEV. Donc c'est très souvent la question qu'on vous pose au niveau de vos pharmacies. Quand les clients arrivent, c'est est-ce que vous l'avez ce produit? D'accord, donc ça donne la VEV. Alors, docteur, c'est quoi la VEV? On va dire que la VEV est une application numérique, comme il a si bien dit, numérique, qui permet au client de connaître là où il va trouver, dans quelle officine, on va dire, là où il va trouver son médicament avant bien même de se déplacer pour y aller. Oui. Okay. Donc à travers la VEV, tu peux connaître là où tu vas avoir ton médicament avant de te déplacer. Maintenant, concrètement, comment on l'utilise? Comment on arrive... Comment ça marche en fait? Ok, donc si tu as la VEV, l'application la VEV dans ton portable. Donc c'est déjà une application qu'il faut installer? Voilà, qu'il faut installer. Donc si tu as l'application la VEV au niveau de ton portable, tu as du côté client, patient, voilà, en tant que pharmacien je vais parler patient. Du côté patient, il a la capacité de lancer ce que nous on va appeler la requête. Et sa requête, il peut la lancer de deux manières. Voilà, il peut la lancer s'il a la capacité d'écrire, il va dire ok, moi je veux telle molécule. Prenons par exemple paracétamol, il va dire je veux du paracétamol. Okay. Il va lancer sa requête au niveau de l'officine spécialement. Et l'officine va lui répondre à savoir oui, nous avons paracétamol ou non, nous n'avons pas paracétamol. Et aussi il a la capacité au niveau de l'officine de substituer. Nous n'avons pas paracétamol, mais nous avons une autre molécule qui joue le même rôle que le paracétamol. Et de l'autre côté, si le patient il n'a pas la capacité d'écrire et il a devant lui son ordonnance, il peut prendre en photo l'ordonnance et envoyer la requête au niveau de l'officine. Si c'est une officine, s'il est fidélisé à une officine, il envoie la requête au niveau de l'officine. Et c'est de la même manière, si ça se trouve qu'au niveau de l'ordonnance, il a 3 produits et qu'il a besoin de 2 produits, au niveau de l'officine, il va dire ok, nous avons le numéro 1 et nous avons le numéro 2. D'accord. Et nous n'avons pas le numéro 3. Et la requête numéro 3 va continuer au niveau de la deuxième pharmacie la plus proche. Ça veut dire qu'à travers la VEV, avant de lancer la requête, l'application géolocalise le patient et envoie la requête à la pharmacie la plus proche d'abord. Ah oui, c'est pas au patient qui consulte l'application là de demander la pharmacie. Il peut demander la pharmacie s'il est fidélisé à la pharmacie. Par exemple, mais tu sors devant et à la radio, tu es nouveau, tu ne connais pas d'officine, tu peux lancer la requête. D'accord. Et la requête, l'application te géolocalise et envoie la requête à la pharmacie la plus proche. Parce que c'est ce que tu allais faire. Tu allais te demander où se trouve la pharmacie la plus proche pour
y aller. Donc l'application te géolocalise et envoie la requête à la pharmacie la plus proche. Et si à la pharmacie la plus proche, ils n'ont que 2 produits et le troisième n'y est pas, la requête continue à la deuxième pharmacie la plus proche. Ok. Oui. Ainsi de suite. Ainsi Est-ce de que suite. justement l'application vous dit en même temps la pharmacie la plus proche est à 5 minutes d'ici, comme ce qu'on voit avec Maps aujourd'hui. Oui. Voilà, vous dit déjà le produit est disponible dans telle pharmacie à 5 km d'ici ou à 1 km d'ici, à 5 minutes d'ici. On vous précise le temps. Au niveau de l'application, il ne va pas préciser le temps parce qu'il ne sait pas à 5 minutes, à 10 minutes, tu as quoi. Donc, mais étant donné qu'il va essayer de concentrer les pharmacies pour trouver la pharmacie la plus proche. Au moins le nom, voilà. le nom de la pharmacie sort. Le nom de la pharmacie sort et puis voilà. Vous pouvez demander à côté. Alors, c'est vraiment une solution qui va certainement intéresser les patients, donc les Burkinabés. Monsieur Traoré, vous êtes informaticien, donc je me retourne vers vous pour poser cette question. Comment on peut avoir cette application? L'application, donc c'est une application mobile Android et iOS. Donc, iOS, ça veut dire quoi? iOS pour les téléphones iPhone. Parce qu'il faut justement parler terre à terre. D'accord, oui. Donc iOS, c'est pour les téléphones iPhone. Voilà, Android, donc c'est les autres smartphones. Voilà. Et au début, nous avons lancé l'application, la version Android, qui est disponible sur Google Play Store. Donc pour l'avoir, vous partez sur Google Play Store, vous mettez LAVEV, L-A-V-E-V. Vous allez, au niveau de la barre de recherche, vous allez voir LAVEV qui va sortir, vous prenez, vous l'installez. Et bientôt, nous allons déployer également la version iOS sur l'App Store. Donc, ceux qui ont les téléphones iPhone pourront maintenant aller sur l'App Store, mettre également la VEV et pouvoir installer l'application. Ok. Donc, il faut l'installer tout simplement. Oui. Maintenant, monsieur Dr Doulgou, pour les recherches des pharmacies, est-ce que c'est payant? Ok. On va dire pour la recherche, nous sommes d'abord une phase, on va dire une phase pilote. Et là, nous sommes en train on va parler de requête au niveau de la pharmacie. Donc, au niveau de la phase pilote, on est en train de voir quel sera l'assortiment de la population. Mais en réalité, la requête, nous, on va plus miser sur un système d'abonnement. Un système d'abonnement où, après l'abonnement, le patient aura la capacité de lancer plusieurs requêtes et avoir aussi des informations sur des rubriques de santé concernant la tour, concernant d'autres rubriques, voilà. Un abonnement mensuel par exemple, et puis voilà, vous pouvez utiliser la VEV régulièrement. Oui. Maintenant, on a parlé de l'aspect où le patient demande, fait des recherches à travers l'application la VEV pour trouver les produits. Mais qu'en est-il des officines pharmaceutiques? Est-ce que entre les pharmacies là, elles peuvent justement chercher de l'information? Oui. Voilà. Par exemple, si le patient ne dispose pas de l'application LAVEV, il peut se déplacer dans une officine qui dispose de l'application, les officines en disposent. Voilà. L'application et le pharmacien va se charger maintenant de lancer la requête pour le patient qui ne dispose pas de l'application LAVEV. Et le pharmacien aussi peut lancer la requête à un grossiste ou soit à une autre pharmacie pour essayer de mettre à la disposition du patient le produit au temps opportun. Donc c'est aux deux niveaux, ça se fait entre client pharmacie, pharmacie. Oui. Donc on a... Et pharmacie grossiste. Pharmacie grossiste. C'est vrai, 3 niveaux alors. Pharmacie grossiste. Quels sont les avantages de cette application? On va dire côté avantage, on va d'abord parler du gain de temps. Du gain de temps. Parce que si je vous retourne la question, si je vous donnais par exemple une ordonnance aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais démarrer et puis certainement sillonner un peu les pharmacies. Voilà. Donc on va avoir un gain de temps parce que ta situation géographique, là où tu te situes, tu peux d'abord connaître là où tu vas avoir ton médicament. Donc un gain de temps. Parce qu'on va plus miser sur le gain de temps parce que le gain de temps aussi peut être un peu porté préjudice parce qu'il peut arriver que le médicament n'arrive pas à temps et qu'on vienne trouver que non, que le patient n'est plus. Voilà. Sur le gain de temps, il est vraiment intéressant de miser là-dessus. Et mis à part le gain de temps, on va parler de l'aspect sécurité. Sécurité parce que tu vas te lever avec ton engin pour sillonner toute la ville, même étant malade
ou soit l'accompagnant qui peut devenir malade si il a eu un accident. Donc côté sécurité, il y a ce gain aussi. Et côté aussi économique, ça va permettre de réduire le coût de l'essence. Voilà. Alors, on tend vers la fin de notre entretien. La réalisation me signale qu'il nous reste vraiment peu de temps. Maintenant, la VEV marche avec le réseau Internet. Alors qu'au Burkina, très souvent, on a un réseau défaillant. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir avec cette application? Oui, on va pouvoir s'en sortir avec l'application parce qu'on va dire qu'il y a au moins plus de 5 millions de personnes qui utilisent l'application et pas l'application, le réseau de connexion Internet. Mais il est un peu difficile de nos jours de développer des applications sans la connexion. Voilà. Mais je vais un peu laisser la question à l'informaticien de parler de la connexion. Est-ce qu'on n'aura pas des soucis de connexion? Des soucis de connexion, oui, on en aura, mais l'État, tout comme des acteurs privés, sont en train de fournir pas mal d'efforts justement pour l'amélioration de la qualité de la connexion Internet. La VEV, c'est une application qui marche avec Internet, malheureusement. Et pour que ça marche sans Internet, je pense que ça va être compliqué parce que déjà, vous voyez, pouvoir prendre une capture d'ordonnance et puis l'envoyer, ça ne peut être envoyé par exemple par l'USSD. Et du coup, nous, ce qu'on demande en fait ici, c'est que l'État et ces différents acteurs continuent, n'est-ce pas, déjà d'étendre, n'est-ce pas, la couverture et aussi surtout de l'améliorer. Voilà. D'accord. Alors, vraiment, notre temps est terminé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions comme ça, mais on va rappeler comment on peut télécharger la VEV, comment on peut avoir l'application avant de se quitter. D'accord. Donc, pour télécharger l'application La VEV, vous partez sur Google Play Store, vous mettez La VEV, L-A-V-E-V, vous allez pouvoir retrouver l'application et puis l'installer. Si vous voulez, vous pouvez aller aussi sur notre site web, qui est www.lavev.africa. D'accord. Merci bien. On aura d'autres occasions. Je rappelle que la VEV, c'est L-A-V-E-V. Voilà. Nous recevions Monsieur Dr Doulgou Abdoulaziz, il est pharmacien et responsable du projet La VEV. Également sur ce plateau, Monsieur Nazé Traoré, ingénieur, informaticien et fondateur de Clagen. C'est ici qu'on s'arrête pour Terre à Terre d'aujourd'hui. Et c'est ici qu'on s'arrête aussi pour l'émission Bonjour le Faso. Merci à vous de votre fidélité à cette émission. Rendez-vous demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Merci à l'équipe de réalisation et Cus.